Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo consacrée à Myth. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, j'utilise Tabletop Simulator pour pouvoir vous expliquer tout ça, vous montrer les cartes, vous expliquer toutes les règles. Donc je vais commencer ma série liée aux règles, après la première vidéo, si vous l'avez ratée, consacrée un petit peu à l'historique autour du jeu, de quel type de jeu il s'agit. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de la structure du tour de jeu, des généralités sur comment ça se joue, avant de passer spécifiquement à comment on joue les héros, puis comment on joue les méchants, etc. Toute une liste de vidéos. Donc je vais commencer par le terrain de jeu. Donc déjà, j'ai mis en place le début de la quête gratuite Rise of the Revenants, la première tuile de ce scénario-là gratuit, dont je vous ai donné le lien juste avant. Nos héros vont commencer ici, ils auront un allié qui sera ici, ils vont courir et puis ils vont atteindre les ennemis avec des choses avec lesquelles interagir. Je ne vais pas commencer à jouer tout de suite, mais je vais l'utiliser parfois pour vous montrer des lignes de vue, des déplacements, des choses comme ça. Donc, un héros, voilà à quoi ça ressemble. Je jouerai probablement avec deux héros. Ceci, c'est le soldat. De quel matériel il dispose? Déjà, ce qu'on appelle une fiche de héros, c'est ce que vous voyez au fond, là, qui sert de cadre pour pouvoir poser tous les éléments du jeu. Il possède des équipements. Ici, vous voyez un tisonnier. Tous ces équipements de départ sont de couleur marron. Ce sont les équipements de plus basse qualité du jeu avec lesquels il commence. Ils ont différentes capacités, des dés de bonus et puis bon, des points de vie en plus, des choses comme ça. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Chaque héros a également ce qu'on appelle une plaque, comme un peu une doc tag, enfin une plaque d'identité, qui donne les bonus de dés avec lesquels il commence. Donc ça, ce que vous voyez marqué Dice Pool. Il a également un symbole et quelques caractéristiques, son nombre de points de vie de départ, son mouvement de départ, sa valeur de courage, enfin des choses qui servent pendant le jeu. Il possède également un paquet de 25 cartes, elles sont ici, qui sont ses cartes de base. Un héros ne va quasiment rien pouvoir faire sans ses cartes. Tous les tours, il va avoir, au début de chaque tour, il va avoir 5 cartes en main et il va devoir jouer ses cartes. Ces cartes-là, il va les jouer dans les emplacements d'action qui sont juste là. Il peut jouer donc 4 cartes pendant un tour. Il peut en jouer moins, ce qui a des avantages de jouer moins de cartes. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il a deux jauges, sa vitalité. Hop, il a une vitalité de départ qui est égale à la goutte de sang que vous voyez sur sa plaque de héros, plus éventuellement des bonus liés à son équipement. Donc son équipement d'aventurier de base lui donne +1. Donc il va commencer avec 8 en vitalité. Il a ici une jauge de menace. À chaque fois qu'il va faire des dégâts à un monstre, sa menace va augmenter. Et ça a plusieurs intérêts dans le jeu. Déjà, ça gère un petit peu l'aggro comme dans les MMO. C'est-à-dire, plus vous faites de menaces, plus vous avez de chances de vous faire attaquer par les monstres. Alors la plupart des monstres, on va dire, parce que chaque monstre a une liste de priorités complètement différente des autres. Il possède également 5 cartes avancées que vous voyez ici, qui sont des cartes novices, c'est-à-dire un petit peu plus puissantes que les cartes normales, qu'il va pouvoir échanger contre une carte de son jeu au moment où il gagnera de l'expérience, en gros. C'est comme ça que l'expérience du héros est gérée. Donc on va toujours avoir 25 cartes dans son paquet. Plus ou moins 25 cartes. Il y a eu un cas dans le jeu où on peut avoir un petit peu plus de cartes, mais d'habitude, donc c'est pas un vrai deck building au sens où on va faire comme dans les vrais jeux de deck building où on va faire beaucoup de modifications, mais on va quand même personnaliser, modifier son personnage pour retirer du mouvement, pour échanger tel type d'attaque, ça nous plaît pas, on va prendre plutôt tel autre type d'attaque. Donc il va pouvoir faire ça. Et il a une carte de résumé qui explique ses règles spéciales. Je ne vais pas me lancer dans les règles spéciales de chaque personnage. Je parlerai de ça plus tard.
au moment de faire une vidéo consacrée aux 5 héros différents de la boîte de base. Sachez que chaque héros est vraiment complètement différent des autres. Alors, ils ont quelques cartes en commun, principalement les déplacements, mais on va dire au moins 80-90% de leurs cartes sont complètement différentes de l'un à l'autre, et ils ont même des mécaniques spécifiques très particulières et que les autres n'ont pas. Voilà, absolument pas. Vous avez également ici votre inventaire, ça sont tous les équipements que vous ne portez pas. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous pouvez avoir dans votre inventaire. Donc ces cartes-là, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous avez 5 emplacements d'équipement. Votre main droite, votre main gauche, principale, secondaire en fait, dans les terminologies du jeu. Votre armure, hop, vous voyez ici en haut à droite, vous avez le petit symbole qui correspond. C'est pas très compliqué. Éventuellement un casque et éventuellement un accessoire, bijou, le terme est accessoire. Vous avez également un emplacement ici pour mettre, alors ce qui en anglais est appelé status, ce qui en français s'appelle des conditions. Sont des, comme vous pouvez être par exemple être mis à terre par un ennemi, vous prendre un saignement, vous être maudit, etc. Contrairement à ce que pourrait faire croire cette jauge, on peut en avoir plus de 3 simultanément. Je regarde en même temps un peu mon résumé pour rien oublier. Votre inventaire est limité, voilà, c'est tout. Au début de la partie, hop. Donc ça, ces cartes-là, en fait, j'en ai pas besoin, je les mets de côté, je n'en aurai besoin qu'au moment de passer de niveau, c'est-à-dire à la fin de certaines sections. Donc si vous connaissez pas Tabletop Simulator, j'ai fait une vidéo sur cette même chaîne qui explique les manipulations de base. Donc là, je mélange mon paquet et je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Au début de chaque tour, j'aurai 5 cartes en main. La majeure partie du temps, parce qu'il y a bien entendu, comme toutes les règles dont je vais vous expliquer, des effets de jeu qui vont pouvoir le limiter. Par exemple, ma limite de main, au lieu d'être 5 cartes, peut être de 6 cartes. Et à ce moment-là, je vais commencer mon tour avec 6 cartes, 7 cartes. Il y a des objets qui peuvent le faire, mais aussi des cartes en jeu qui peuvent, dans les tours d'après, vous donner des bonus. Donc je vais commencer mon tour de jeu avec 5 cartes en main. Je les détaillerai plus tard quand j'expliquerai le tour des héros, parce que vous avez vu, elles ont il y a beaucoup d'éléments dessus, il y a du texte, il y a des éléments de dégâts, de mouvements, de caractéristiques, il y a plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir jouer 4 cartes pendant votre tour. 1, 2, 3, 4, on les joue dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément de jeu? Hop, avant de commencer dans vraiment le tour de jeu, il y a le plateau des ténèbres. Le plateau des ténèbres, c'est là où on rassemble toutes les informations de l'ennemi. Vous avez différents éléments. Déjà, toutes les cartes ténèbres, les cartes ténèbres. Alors ça, sont des cartes, hop, qu'on pioche au début de chaque tour des ténèbres. Donc c'est le tour des méchants en gros, hein. Les ténèbres, c'est une espèce d'incarnation du mal. Vous allez piocher une carte comme ça, vous allez la résoudre, les méchants vont jouer et vous allez continuer la partie. Vous avez ici une pioche, ici une défausse. Sachez que normalement, on met que 10 cartes dans ce paquet-là. Les 10 cartes du monstre, du boss que vous êtes plus ou moins en train d'affronter. Moi, je trouve que ça rend le jeu un petit peu prévisible. Ils ont aussi des niveaux de difficulté un petit peu différents. Moi, je prends toutes les cartes du jeu, je les mélange. Et ça donne beaucoup moins de prévisions. Et il y a des decks beaucoup plus forts que d'autres. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, personnellement. C'est peut-être pas sur votre première partie. Mais en tout cas, à terme, je vous le conseille vivement. Vous avez également ce qu'on appelle la progression des ténèbres. À chaque fois que votre personnage va dépenser ce qu'on appelle des points d'action, en jouant vos cartes, je vais vous l'expliquer un petit peu mieux tout à l'heure, on va faire monter cette jauge. Quand elle arrive à 6, il va se passer quelque chose. Voilà. Cette jauge est commune à tous les joueurs. Elle est commune aux méchants en fait, mais bon, tous les joueurs vont alimenter cette jauge. Vous allez pouvoir ici noter les dégâts de certains ennemis qui ont plus d'un point de vie. Donc on va prendre un petit jeton de dégâts et puis on va l'augmenter. Généralement, voilà, ça ce sont les pions de dégâts. Généralement, on met plutôt les dégâts à côté des monstres. Alors là, les points de vie dans le jeu sont appelés
la vitalité, ou les points de vitalité, mais on résume ça généralement par vitalité. Ici, vous allez mettre le nombre de trésors que vous allez pouvoir faire apparaître sur la tuile. Je vous expliquerai ça un peu mieux tout à l'heure. Alors ce petit compteur là, c'est en fait ceci. C'est juste que pour comment ça s'appelle, pour Tabletop Simulator, c'est plus simple quand quelqu'un dépense, on rajoute ça. Il n'y a pas de script, on vérifie juste, voilà, s'il y a quelqu'un qui retire des points, on retire des points. Pour remettre à 0, vous remettez à 0. Donc c'est juste un outil pour pouvoir faire ça. Vous avez des dés, bien entendu, des petits jetons qui peuvent servir à plein de choses. Vous allez avoir des cartes équipement ici, des pions pour l'or, plein de types de potions, des cartes de monstres, des cartes de monstres ici, des cartes de pièges, des alliés, des ennemis un petit peu plus forts, plein de pions en carton. Il y a vraiment énormément de matériel dans le jeu. Je vais pas m'étendre là-dessus, de types de dés différents. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok, donc chaque tour général est décomposé en 3 phases principales. Premièrement, la phase d'action où les ennemis et les héros et les ennemis vont jouer un petit peu en alternance, les uns les autres. C'est la phase principale, c'est là où on va jouer des cartes et où les ennemis vont se déplacer, vont attaquer, etc. Donc ça, c'est la phase d'action. Deuxième phase, la phase de préparation. C'est dans ce tour-là, il n'y a que les héros qui vont jouer. C'est une phase où vous allez en gros défausser une partie de votre main et recompléter votre main. Il y a d'autres choses qui se passent pendant cette phase, je vous l'expliquerai plus tout à l'heure. Et ensuite, une phase de bilan qui est une phase où il se passe plein de choses, où on va mettre à jour le jeu. En gros, on va mettre à jour le jeu. Tout ce qui est en cours, les quêtes par exemple, nos alliés qui jouent pas vraiment comme nous vont pouvoir jouer à ce moment-là, des pièges qui vont pouvoir s'activer, il y a pas mal de choses. Ok, donc je vais commencer par le tour des héros, puisque ce sont les héros qui commencent. Alors, quelque chose qui est très important, c'est que les héros jouent, il n'y a pas d'initiative entre les héros, ils jouent exactement comme ils veulent. Je peux jouer mes 4 cartes d'un coup, faire jouer mon collègue, ensuite qui va jouer une carte, ou alors on peut alterner une carte tous les deux, on peut se déplacer un petit peu, on peut jouer une carte, voilà. La seule chose qui est obligatoire, c'est qu'une fois que vous avez commencé une action, donc par exemple poser une carte, il faut aller au bout de la résolution. Vous ne pouvez pas, au milieu d'une carte, interrompre un joueur. On va au bout de la carte. Dans ce jeu-là, on ne peut absolument rien faire à part sans jouer une carte. C'est pas tout à fait vrai, mais il n'y a pas, par exemple, j'attaque. Votre personnage ne peut pas attaquer s'il n'a pas de carte d'attaque. C'est très important dans le jeu. Tout est géré par ce paquet de 25 cartes. Ce paquet de 25 cartes, il va falloir, l'objectif de ce jeu-là, c'est de le connaître. De savoir ce qui est déjà passé, de savoir combien de cartes il vous reste. Donc les chances que vous ayez, que vous cherchiez l'attaque dont vous avez besoin, ou alors le mouvement dont vous auriez besoin. L'apprentissage du jeu se fait beaucoup là-dessus. Quand vous jouez une carte, hop, vous la prenez, on va la résoudre intégralement. Je ne vais pas expliquer la résolution pour l'instant. En revanche, ce qui est très important, ce sont, vous voyez, tout en bas à droite, vous avez un petit logo en forme de diamant avec un certain nombre de symboles rouges. Ici, vous en avez un. Ici, vous en avez un. Ici, vous n'en avez pas du tout. Ici, vous en avez 2. Dans le jeu de base, ça va de 0 à 2. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les points d'action. Jouer une carte, vous jouez la carte, vous faites l'action, vous faites votre attaque, vous faites votre mouvement, votre action spéciale, et après ça, vous augmentez donc la progression des ténèbres du nombre de points que vous avez dépensés. Donc ici, j'ai dépensé 1 point. Un autre joueur va jouer jusqu'à... Il y a 2 choses qui peuvent vous interrompre. Première chose, est-ce qu'on en a marre de jouer? Enfin, est-ce qu'on en a marre de jouer? Est-ce qu'on n'a plus rien à jouer dans le tour? Tout le monde peut passer à ce moment-là.
la phase d'action se termine et la phase de préparation commence, la deuxième phase du jeu. C'est très très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut tout à fait que les ennemis ne jouent pas pendant cette phase-là. Pourquoi? Les ennemis ne jouent que si on atteint 6 points. Dès qu'on atteint 6 points, donc après une carte, personne ne peut, aucun autre héros ne peut jouer quoi que ce soit, et le tour des ténèbres commence. Ce qui veut dire que c'est très différent d'un jeu comme Descent, HeroQuest et compagnie, où on va avoir les gentils qui vont jouer, les méchants qui vont jouer, les gentils qui vont jouer, les méchants qui vont jouer. Ce sont les joueurs qui vont contrôler le rythme auquel les ennemis vont jouer. Plus on va cramer de cartes qui valent cher, plus les ennemis vont jouer. On peut tout à fait, pendant un tour, une phase d'action, donc pendant le tour des héros, on peut tout à fait faire jouer 3 à 4 fois les ennemis. Alors c'est bon, rarissime, mais il n'y a absolument rien qui l'empêche. Une fois que ce tour-là a commencé, on résout le tour des ténèbres en piochant une carte et en suivant les événements. Bon, il va se placer un petit peu d'autres choses. Ensuite, on remet à 0 le compteur. Alors, si on était arrivé d'un coup à 7, bien entendu, on ne remet pas complètement à 0, mais on repasse à 1. En fait, on perd les 6 points qui ont généré l'activation. Et une fois qu'ils ont joué, les héros reprennent leur tour. D'ailleurs, quand les héros jouent, c'est ce qu'on appelle le tour des héros, abrévié TH sur les cartes. Il y a beaucoup d'imprévisions comme ça sur les cartes. Alors non, il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple, tour des ténèbres, c'est TT, tour des héros, c'est TH. C'est très important pour réduire un petit peu la place de ce qui est écrit sur les cartes, puisque quand on passe de l'anglais au français, vous le savez, probablement, ça prend beaucoup plus de place. On a beaucoup plus de... le français est plus expansif, donc il me faut voilà, j'écris TH pour tour des héros. Donc quand ce sont les héros qui jouent, c'est le tour des héros. Quand ce sont les ténèbres, c'est le tour des ténèbres. C'est pas plus bête que ça. Une fois qu'on a donc les méchants vont jouer, on va reprendre notre tour. Une fois que les héros ont fini de jouer, décident volontairement de passer, alors que ce soit parce qu'ils ont tous leurs emplacements d'action qui sont remplis, ou alors ça peut être pour ça, ou aussi parce qu'on décide que on n'a pas d'autres actions hyper intéressantes à jouer, et que à ce moment-là on décide de terminer le tour et on va passer à la phase 2 qui est la phase de préparation. Je vais vous expliquer juste après. C'est une des caractéristiques qui fait de Mythe un des jeux vraiment vraiment particulier. Vous pouvez vous dire, ah ouais, mais si j'ai une main de merde, je vais rien faire à ce tour. C'est vrai, et ça va arriver. Et d'ailleurs, apprendre à ne pas jouer est très important. Pourquoi? Parce que jouer une carte qui va valoir 2 points d'action et qui va tuer un pauvre monstre qui a 1 point de vie, alors qu'avec cette carte-là, dans la bonne position au bon moment, vous pourriez en tuer 4, ou tuer un monstre qui a 3 points de vie, ou alors faire des choses beaucoup plus efficaces. On voit bien que c'est pas très rentable. Donc il va falloir bien apprendre à gérer ce rythme, à gérer le rythme dans lequel les cartes, et aussi, c'est un jeu où il faut définitivement laisser jouer ses petits camarades. Dans Descent et compagnie, c'est un jeu où on pourrait mettre tous les objets surpuissants sur le même héros, et le laisser faire tout le module à lui tout seul, tout le scénario. C'est quelque chose qui marche pas dans Mythe, pour une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est la menace. Au bout d'un moment, quand un même personnage a trop de menaces, eh ben c'est mal pour tout le groupe, pas que pour lui, je peux vous assurer, dès qu'on sera autour des ténèbres. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai. Je vous ai dit qu'on ne pouvait rien faire dans le jeu à part... tout ce qu'on peut faire pour faire quelque chose dans le jeu, il fallait absolument jouer une carte. C'est pas tout à fait vrai. Au début de chaque tour des héros, chaque héros obtient 2 points de mouvement. Avec ces points de mouvement, on peut se déplacer ou interagir avec l'environnement. Se déplacer, je le réexpliquerai tout à l'heure, mais c'est tout bête. Avec un point de mouvement, vous prenez le perso, vous vous déplacez d'une case, sachant que les cases en diagonale valent 1. Il n'y a pas de coup double, etc. Donc là, je me fais 1 de mouvement, et là, je fais 2 de mouvement.
Deuxième chose que l'on peut faire, c'est interagir avec l'environnement. Par exemple, dans ce scénario-là, c'est marqué que les tombes là peuvent être fouillées en faisant ce qu'on appelle une action hors combat. Je le décrirai mieux dans la deuxième vidéo. Avec un jet de dés à faire. Et si on réussit, bah, on a fouillé la tombe et on a trouvé, je sais pas moi, une relique. Bon, généralement, c'est pas forcément une relique très puissante, mais ça permet d'interagir avec l'environnement. Les pièges, par exemple, demandent à être désamorcés. Il va falloir s'approcher du piège, tenter de bidouiller le piège pour pouvoir arrêter qu'il se déclenche et nous cracher du feu, ou ce genre de choses. Donc, le héros a 2 points de mouvement et les cartes qu'il a piochées pendant le tour pour jouer. C'est tout. C'est la fin de l'explication de ce qu'on appelle le tour des héros, qui fait partie de la phase d'action. Pendant cette même phase d'action, il peut y avoir le tour des ténèbres. Donc, ça ne se déclenche que si on est à 6. Je l'expliquerai mieux dans la 4e vidéo qui parlera de l'activation des ennemis. Première chose à faire, on prend la carte, on la pioche, on la résout dans l'ordre. D'abord, ce que vous voyez, un événement aléatoire en premier, on le résout. Ensuite, la pénalité de menace. Alors ça, c'est ce qui est très important, ce dont je vous parlais à l'instant. Si un héros a 10 points de menace, tout le groupe se prend la pénalité. Par exemple, celui-ci, tous les antres doublent leur renfort jusqu'à la fin de l'acte. Alors, les antres, c'est ce qui va faire apparaître les monstres au fur et à mesure. L'objectif des joueurs, généralement, de détruire les antres le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait le plus de monstres, enfin, qu'il y ait trop de monstres qui apparaissent. Doubler tous les renforts jusqu'à la fin de l'acte, c'est énorme. Généralement, un renfort de base, c'est entre 3 et 4 ennemis de base. Si vous passez de 3 à 4 à 6-8, on va dire que vous êtes bien mal. Donc, la gestion de la menace est très importante. Il faut qu'à certains moments, vos héros arrêtent de tuer tout le monde et laissent un petit peu les autres joueurs jouer, les autres héros jouer. Ensuite, la phase d'activation qui est chaque race va jouer, chaque type de monstre va jouer. Donc ça dépend un petit peu des cartes. Donc par exemple là, ce sont les boss qui jouent en premier, puis les mini-boss, puis les capitaines, puis les sbires. Je rentrerai en détail sur cette explication. Ils vont d'abord tous se déplacer. Ensuite, ils vont tous tenter d'attaquer. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, s'il y a un antre sur la tuile, et seulement s'il y a un antre, donc si vous ne l'avez pas encore détruit, vous avez un renfort. Vous avez différents types de renforts, et il y a plein d'effets spéciaux. Donc ça, par exemple, ce renfort mortel fait apparaître 2 capitaines. Les capitaines sont des monstres qui font 4 cases, et qui sont beaucoup plus puissants que ce qu'on appelle les sbires, qui font qu'une seule case, et qui ont généralement les capitaines 3 points de vie, et les sbires 1 point de vie. Il peut y avoir jusqu'à 20 sbires sur une tuile, 4 capitaines maximum. Vous voyez bien qu'au niveau puissance, c'est vraiment pas pareil. Vous avez d'autres effets. Donc ceci, c'est un renfort standard. Puis 4 sbires en plus apparaissent. Les sbires sont les monstres de base. Sur le bord de tuile le plus proche. Mais ça peut être aussi des monstres qui arrivent et qui jouent immédiatement. Pourquoi les renforts sont en bas de la carte? Parce qu'en fait, ils ne jouent pas le tour où ils arrivent, puisqu'on fait vraiment tous les événements dans l'ordre. Donc tout ça, c'est assez simple à gérer, entre guillemets. Alors l'activation des monstres est un petit peu plus compliquée, mais je l'expliquerai une autre fois. Une fois que le tour des ténèbres est terminé, on repasse dans le tour des héros, qui continuent à jouer leurs cartes, ou qui finissent par passer. Pendant la phase de préparation, la première chose à faire... Donc la phase d'action est terminée, on passe à la phase de préparation. La première chose à faire, c'est de compter le nombre d'espaces d'action libres. Donc là, par exemple, si je n'ai joué que 3 cartes pendant mon tour, vous voyez, c'est marqué -1, menace, si vide. À ce moment-là, la menace descend. Donc pour pouvoir faire baisser votre menace, il va falloir accepter de ne pas jouer toutes ces cartes à tous les tours. Et c'est très important. C'est la plupart des gens qui jouent mal, par exemple, le premier module gratuit, qui est Fury of the Fireborn, a une pénalité de menace qui est très forte. La plupart des gens qui perdent la première fois qu'ils jouent à cet acte-là, c'est que ils jouent allez vas-y, j'ai une carte, je vais la jouer. C'est moi qui vais tuer tout le monde, c'est moi la star. Voilà, il faut laisser ses autres petits camarades jouer, faire des petites pauses. Des fois c'est très dur.
Des fois, on prend des risques parce que, en fait, je vous ai dit que la pénalité de menace se déclenchait à 10. Mais certaines cartes, l'événement spécial de certaines cartes dit « Ah oui, mais si c'est 8, ça se déclenche quand même. » Alors, généralement, ces pénalités de menace sont légèrement moins fortes que celles qu'on a vues. Mais pas toujours. Et il y a certains paquets de cartes qui déclenchent même ce truc-là à 6+, voire même 5+ pour le dragon. C'est très très rare. La pénalité n'est pas très très méchante si ça arrive, mais il y a vraiment une gestion de cette menace. Il va falloir la gérer. Donc première chose, on va défausser, on va perdre la menace suivant le nombre d'emplacements d'actions vides que vous allez avoir. Deuxième chose, on va défausser toutes les cartes qu'on a jouées. Donc là, par exemple, si j'ai joué que 2 cartes, je vais défausser 2 jetons de menace. 2 points de menace, donc je vais dépenser de 1, diminuer de 1, etc. Alors, je vous ai dit qu'on allait défausser toutes les cartes. C'est pas tout à fait vrai. Les cartes, alors il faut que j'en trouve une. Hop. Les cartes ont des mots-clés. Celle-ci, attaque et mêlée, en gras, tout en haut du texte, sous dégâts 1. Je ne peux pas trop vous montrer avec le pointeur en fait quand je fais le zoom sur la carte. Donc c'est ici, voilà. Parmi ces mots-clés, il peut y avoir le mot-clé persistant. Ça, ce sont des bonus qui vont rester d'un tour sur l'autre, qui peuvent rester d'un tour sur l'autre. Pendant cette phase-là, si vous avez un persistant dans votre espace d'action, bah, vous pouvez choisir de le laisser et de le garder d'un tour sur l'autre. Par exemple, le magicien, qui s'appelle l'apprenti dans Mythe, a beaucoup de bonus de sorts défensifs ou offensifs qui peut conférer aux autres joueurs ou alors pour lui-même. Lui, il va devoir gérer beaucoup plus que les autres sa menace, parce qu'il va être tenté de garder le plus d'effets possibles passifs, mais plus il a d'effets passifs, moins il pourra jouer d'effets actifs lors de son prochain tour et moins il descendra sa menace. Ça fait partie de ses spécificités. Le soldat, par exemple, n'a pas, en tout cas dans sa version de base, n'a pas de persistant. Donc lui, il ne se pose pas ces questions-là. Il a d'autres choses. Il a par exemple beaucoup d'interruptions. Je vous expliquerai ce que c'est. Ce sont des cartes qu'on peut jouer pendant le tour de l'adversaire. D'ailleurs, c'était peut-être important d'en parler au moment du tour des ténèbres. Donc toutes les cartes qui ont un bord, on va dire, de la couleur du fond de la carte, donc bleu, pour cette carte-là, orange pour cette carte-là, sont jouées pendant le tour des méchants. Les cartes à bord noir comme celle-ci, la bordure de gauche est noire, là où vous voyez des ronds, se jouent uniquement pendant le tour des ténèbres. C'est ce qu'on appelle des interruptions. Je reviendrai plus en détail dessus quand on jouera, quand j'expliquerai ces phases de jeu-là. Mais voilà, on peut jouer pendant le tour des méchants si on a ces cartes-là d'interruption. Ce qui veut dire qu'une des manières d'apprendre à bien jouer, c'est de savoir quand on va déclencher le tour des ténèbres. Puisque c'est vous qui allez le déclencher quand on atteint 6. Par exemple, il vaut peut-être mieux passer avant d'atteindre 6 si on n'a pas du tout d'interruption, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de chances d'en piocher le prochain tour, parce qu'on sait à peu près ce qui est passé. Eh ben, on préfère passer, ou alors justement parce que à ce tour-là, on a beaucoup d'interruptions dans sa main, on va déclencher volontairement, quitte à faire une action qui est peut-être un peu moins optimale que les autres, moins optimisée, pardon, que les autres, pour pouvoir le déclencher, pour profiter à mort de ces interruptions et de ces cartes qu'on peut jouer pendant le tour des méchants. Tout ça, c'est l'apprentissage du jeu et de la bonne manière de jouer. Donc, une fois que vous avez défaussé toutes ces cartes-là, sauf éventuellement vos persistants, vous défaussez vos cartes face cachée. Alors, une fois que vous les avez défaussées, vous les mettez face cachée. C'est à vous de retenir ce que vous avez joué, ce que vous n'avez pas joué. J'ai mes 2 plus grosses attaques qui sont déjà passées, donc je vais essayer de cramer le plus possible mes cartes pour pouvoir remélanger tout mon paquet. Puisque bien entendu, on a 25 cartes au début. Quand on arrive au bout de son paquet qu'on doit piocher, on remélange tout et on pioche ce qui manque. Après avoir défaussé vos cartes d'action, vous gardez en main 0 ou une carte. C'est au choix, sachant qu'il y a bien entendu des effets de jeu, des objets, un objet particulièrement, qui permet d'en garder une de plus, par exemple. Donc je vais garder qu'une seule carte. Je peux tout à fait, pour essayer de faire passer mon deck plus rapidement, défausser toutes mes cartes. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je reviens à ma limite de main,
qui est 5 cartes pour tous les joueurs et hop, je refais une main complète. Donc, en maximum 5 tours général, donc 5 phases de préparation en gros, hein, je peux, en minimum 5 phases, je peux refaire tout mon deck. Si j'en garde une tous les tours, bah, il me faudra plus probablement 6 tours pour pouvoir faire le tour de mon deck et revenir et tout remélanger et repiocher. La gestion de cette alternance est très importante. Dans, on va dire, le skill, enfin voilà, de bien jouer, de ne pas prendre de risques, de savoir, ah oui, bah, tous mes mouvements sont passés, donc bah, là, je ne vais pas pouvoir attendre de mouvement, il vaut mieux que je crame mes cartes pour essayer d'en piocher, etc. Une fois que vous avez fini cette deuxième grande phase, qui est la phase de préparation sur 3, c'est la phase de bilan. Première chose, pendant cette phase de bilan, vous pouviez vous dire tout à l'heure, bah, c'est trop facile, puisque je peux passer autant que je veux, je vais remélanger mon paquet jusqu'à ce que je tombe pile sur la main, qui est le plus intéressant pour l'action pour laquelle je vais faire. Enfin, pour le tour ou la situation dans laquelle on est. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a deux éléments qui sont joués. Pendant cette phase-là, si aucun des joueurs n'a dépensé de points d'action, donc augmenté, alors on ne peut pas être à 6, hein, bien entendu, quand on arrive là, puisque n'a dépensé de points d'action pendant la phase d'action. Si personne n'a dépensé de points, à ce moment-là, on prend une pénalité d'inactivité. En gros, on va diminuer le nombre maximum de trésors qu'on va pouvoir avoir sur tout l'acte. Donc par exemple, si sur la tuile, le maximum de trésors qu'on va pouvoir piocher, c'est 4, si vous prenez une pénalité d'inactivité, eh ben, le maximum, c'est 3 par tuile au lieu de 4 par tuile. Sachant que ramasser des trésors, c'est quand même un des grands plaisirs du jeu. Piocher un trésor, c'est cool. Voilà. Donc d'ailleurs, ramasser un trésor, c'est comme interagir avec l'environnement. Je l'expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure. On utilise un point de mouvement pour pouvoir ramasser le trésor et faire rager les autres parce qu'on aura pioché son objet ou pas. Un objet qui l'intéresse ou pas. Deuxième élément qui contrebalance un petit peu ce que je vous ai dit, on peut passer à l'infini, c'est qu'à ce moment-là, les ténèbres vont légèrement, enfin plus ou moins légèrement, augmenter ce compteur de points d'action, de la progression des ténèbres. Comment ça se joue? En gros, suivant le nombre de types de monstres différents, alors le type de monstre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, tous les morts-vivants qui sont sur cette tuile-là sont du même type. Mais si j'avais des morts-vivants et des orques, ça faisait 2 types différents. Si j'avais un boss rajoute plus d'1 point. Enfin, chaque type va rajouter 1 point. Donc ici, c'est simple, il y a un seul type de monstre. Sont tous des morts-vivants du même type. Donc c'est marqué type impie. Donc c'est le type impie. Alors je dis mort-vivant, c'est la classification. Donc le type c'est impie de cela. Les orques, ça va être tribal, etc. Donc là, ça va augmenter d'1. Donc quand on arrive au début de la phase de préparation, on augmente d'1. Ce qui veut dire que pendant cette phase-là, si jamais on arrive à 6, les ennemis peuvent jouer. Un tour des ténèbres peut interrompre la phase de bilan pour se déclencher. Ensuite vient la deuxième étape. Alors, hop, si vous regardez, vous avez le résumé du tour un peu sur la droite de votre écran. Vous avez la phase de bilan. Donc, progression des ténèbres. Le tour des ténèbres peut se déclencher si on arrive à 6. Ensuite, activation des alliés. Dans le jeu, comme Mademoiselle, là, vous pouvez avoir des alliés, ou comme Mademoiselle. Donc ça, Sarah nous accompagne sur ce module-là. Malheureusement, je n'ai pas la figurine, enfin, je n'ai pas encore fait le... Même si quelqu'un de très gentil m'a fait le détourage, je ne l'ai pas encore intégré dans cette version-là du jeu. Notre allié va pouvoir jouer. Les alliés n'ont pas de carte. Ils ont un certain nombre de points de mouvement, une attaque, une activation, et c'est pendant cette phase-là qu'ils vont être joués. Donc nous, on va jouer, on va arriver sur la phase de préparation, puis la phase de bilan, et pendant la deuxième étape de la phase de bilan, bah, notre allié va se déplacer, va éventuellement faire son attaque, puis son action spéciale s'il en a. Ensuite, la troisième étape, c'est l'évaluation des quêtes. Ça sert principalement pendant le mode aventure. Pendant le mode... le module qu'on va jouer ici, enfin pseudo-jouer ici, généralement on n'en a pas besoin, sauf si le module le précise.
Mais quand on joue une carte quête comme celle-ci, il y a beaucoup de texte, je vous expliquerai mieux ça quand je ferai l'explication du mode aventure. Il y a une étape à faire. Généralement, c'est une gestion de compteur. Par exemple, pendant cette phase, c'est marqué « Rajouter un compteur sur la carte ». S'il y a 5 compteurs sur la carte, allez lire la résolution. Et à ce moment-là, on va regarder sur la carte et c'est marqué « S'il y a ceci, vous avez lisez la résolution positive. Sinon, lisez la résolution négative ». C'est qu'on ne sera pas allé assez vite. Enfin, il y a vraiment beaucoup de conditions différentes sur les quêtes. Tout ça se joue dans cette nouvelle version 2.0 des quêtes. C'est vraiment assez malin ce qu'ils ont fait. Et ça rend l'écriture des cartes beaucoup plus compréhensible une fois qu'on a lu la règle. Si vous les lisez comme ça, vous comprendrez rien. Vous avez l'impression que ça n'a pas de sens. Mais en fait, chaque couleur de cadre que vous voyez ici, tout en haut, celle qui est un petit peu jaune en dessous, celle qui est encore en dessous. Enfin bon, chaque zone de couleur a une fonction très précise et doit être lue à un moment très précis du jeu. Sachant que les quêtes, les quêtes ont également un dos qui vous donne des infos sur le setup. Donc vous imaginez bien que s'il fallait écrire ça sur la même carte qui était là, en plus de tout le texte qui est écrit, vous comprenez pourquoi les cartes V1 étaient vraiment une galère sans nom. Et étaient vraiment pas précises. Ensuite, on va dans la phase d'évaluation des conditions. Les joueurs ou les héros peuvent prendre des conditions. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sont des petits tokens qui sont ici. Ah non, ça sont les pions titres, excusez-moi. Les pions conditions, les potions... Les pions conditions, où sont-ils rangés? Ils sont pas là. Bon, je ne sais pas où ils sont rangés. Il y a des pions qui servent pour les conditions. Les conditions, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont des effets plus ou moins persistants. Être maudit, avoir un saignement, être mis à terre, donc de perdre un tour, en gros, c'est un petit peu comme... la plupart des jeux appellent ça stun. Donc là, dans ce jeu-là, c'est être mis à terre, être prone en anglais. Pendant cette phase-là, on va mettre à jour ses statuts. Tout dépend du statut. Il y a un tableau qui l'explique bien. Alors j'ai même une aide de jeu ici. Voilà, les tokens ils ressemblent à ça. Vous pouvez avoir du poison, de la malédiction. Vous pouvez être capturé, donc être mis dans une toile, être mis à terre, être gelé. Donc suivant la condition en question, il y aura des effets différents. Par exemple, si vous étiez à terre, vous allez vous relever à ce tour-là et vous allez pouvoir, à ce moment-là du tour, vous allez pouvoir de nouveau jouer. Si vous avez un poison ou un saignement, vous allez perdre un point de vie. C'est valable également pour les ennemis qui vont mettre à jour leur statut. Il y a des effets permanents, par exemple être maudit, c'est permanent, sauf si on vous soigne. Donc ça, vous n'avez pas le choix. Être gelé ou être maudit, vous ne pouvez pas vous le perdre de vous-même. Sachant qu'il y a il y a d'autres titres, enfin d'autres... éléments que ceux-là, qui sont surtout dans les nouvelles extensions de Journeyman, enfin du deuxième Kickstarter. Une fois que vous avez fait cette phase-là, vous avez l'activation des pièges dans le jeu. Vous avez des pièges, qui sont ici. Donc par exemple ici, c'est un pilier qui lance des éclairs. Si votre piège fait quelque chose de spécial à ce moment-là, donc c'est marqué activation, vous voyez 2 points en rouge, lors de chaque phase de bilan, donc c'est l'étape dont on est en train de parler, le pion pilier, il attaque, enfin il touche un héros à portée suivant ses priorités, cette attaque, etc. Bon, ce piège-là va jouer. Et ensuite, c'est la phase de nettoyage qui ne sert pas à grand-chose. S'il y a un héros qui a été mis hors de combat, on le retire à ce moment-là de la tuile. On peut changer d'équipement entre sa réserve, son inventaire et son équipement. Et c'est globalement tout. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Sachez que quand j'explique le jeu, ça va beaucoup plus vite. Nous, on commence à jouer entre 15 et 20 minutes parce que j'explique les bases du jeu et puis j'explique tout au fur et à mesure. Si vous connaissez bien le jeu, ça démarre assez vite en fait. En revanche, comme j'ai décidé d'être le plus exhaustif possible dans cette vidéo, que je peux pas répondre aux questions facilement, c'est pas pareil. J'explique absolument toutes les règles, donc c'est pour ça que vous allez avoir l'impression probablement ces règles sont très longues à expliquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans la 3e vidéo, je parlerai plus précisément de comment on joue les héros, donc le fameux tour des héros dont je vous parlais, comment il se déroule, comment les cartes sont analysées et sont résolues. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.